Bonjour et bienvenue sur Impact Info pour ce 7e rendez-vous seul ensemble. La plupart des pays du monde sont actuellement soit confinés totalement, soit plutôt à la maison pour respecter le couvre-feu. Alors, après l'hommage au personnel soignant, aux chanteuses en fin et début d'année, c'est au tour aujourd'hui des journalistes internationaux avec lesquels nous allons passer une demi-heure pour tenter de comprendre dans quel monde nous vivons. Sophie Rosemont des Inrocks et notamment d'Afrique Magazine. Bonjour Sophie. À Paris toujours, Christophe Dansette de France 24, spécialiste économie. Bonjour Christophe. Et à Washington DC, Roger Montou de la VOA, la Voice of America. Alors cap donc sur Washington et Roger Montou. Dites-nous Roger, une chose est sûre, le Trumpisme, si l'ère Trump est passée, le Trumpisme reste dans les esprits. C'est pas pour rien que plus de 70 millions d'électeurs ont élu Donald Trump. Il est parti, mais pas tout à fait. Alors dites-nous, Roger, selon vous, comment est-ce que le couple Biden-Harris peut arriver à recoller les morceaux de cette Amérique fragmentée que le monde reconnaît aujourd'hui comme une nation fragile en raison des divisions des Américains? Roger. Alors, d'abord, merci Arnaud et merci à toute l'équipe de m'avoir dans cette émission que j'adore. Et beaucoup, vraiment, vous faites un travail des titans et je vous félicite. Bravo en tout cas. Alors, pour répondre un peu à la question, il y a deux à trois questions, mais concernant bien sûr les élections présidentielles ici. Vous savez, Arnaud, écoutez, l'Amérique a une façon à sa façon à elle de traiter ces problèmes, un problème interne. Vous savez, ce pays a traversé beaucoup de moments difficiles, et évidemment, ce moment fait partie d'un de ces moments, mais l'Amérique a toujours su comment unifier son peuple et comme vous l'avez dit, et regarder tous vers une même direction. Donc c'est pour dire que ce problème n'est pas, si vous voulez, la fin du monde pour l'Amérique. Oui, c'est un grand problème, oui, c'est un problème interne, vous l'avez dit, qui peut aussi affecter le monde, un problème qui a un peu terni d'après les auditeurs ou mes téléspectateurs qui me parlent dans mes émissions, d'après eux qui nous regardent en dehors des États-Unis. Cela, la situation a terni un peu l'image d'après eux, mais encore une fois, mon expérience dans ce pays et connaissant les Américains, ils finissent toujours par s'entendre et ils finissent toujours par regarder vers une même direction. Et donc je pense que c'est un problème qui va passer. C'est un problème que le nouveau président Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris pourront résoudre. Ils ont sûrement des stratégies qu'ils vont utiliser pour unifier parce que ça fait partie de leur agenda, ils en ont parlé. Et ils savent, ce n'est pas un secret que l'Amérique est divisée. Vous avez dit aussi, vous avez parlé de plus de 70 millions, l'électorat de M. Trump, qui n'est pas négligé non plus. Et donc, ils parviendront à s'asseoir, ils parviendront à discuter et regarder et échanger les choses. Les choses arrivent, c'est vrai, mais il faut trouver les solutions. Les problèmes sont là pour qu'on puisse trouver les solutions. Et donc, moi, je pense vraiment en cette Amérique qui finira par s'unir. Et bien sûr, dans chaque pays a ses problèmes, on le sait très bien. Et donc, vous serez d'accord avec moi que ce n'est pas le plus grand problème que l'Amérique ait jamais eu. Voilà, donc ça arrive. Et je sais que c'est un moment des turbulences, mais qui va passer. Encore une fois, j'ai beaucoup espoir au peuple américain, aux Américains, et ils finiront par faire passer ce problème sans problème. Au vu justement de ce qui se passe dans la géopolitique internationale, quel regard portez-vous, Roger, sur ce monde globalisé dans lequel nous vivons aujourd'hui? C'est une très bonne question. Arnaud, ce monde où nous vivons tous, c'est
moi, je dis toujours que c'est un monde technologique. C'est un monde du gadget. C'est un monde de la technologie, pour me répéter, un monde de l'informatique, un monde et pour dire par cela que l'informatique et la technologie a tout changé, donc notre façon de vivre, notre façon de travailler, notre façon de voyager, notre façon de voir les choses. Aujourd'hui, on ne peut pas penser, faire quelque chose sans que la technologie y soit. Et donc, c'est dans ce monde-là que moi je... Et peut-être parce que je suis aussi informaticien que je pense dans ce sens-là. Mais je pense, c'est comme ça que moi je vois le monde en fait. C'est ce monde-là où nous vivons aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas le monde où nos parents vivaient. Hein. Vous et moi, Arnaud, c'est un monde complètement différent. Donc on est d'accord que c'est un monde des technologies, comme je l'appelle. Roger, la crise sanitaire a rebattu les cartes de la manière que l'on sait en raison justement de cette pandémie. Mais quel sera, ne fût-ce qu'un seul aspect positif que nous retiendrons de cette période marquée par des crises à n'en plus finir? Une année déjà hein, vient de passer, Roger. Cette pandémie a forcé les gens à se connaître un peu mieux qu'avant. Et je peux donner des exemples. Hein. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé chez vous. Je ne sais pas si vous voyagez un peu trop vous-même, Arnaud, donc je ne sais pas où appeler chez vous, en Belgique, en France, à Kigali, à Kinshasa, à Lubumbashi, au Mali, Dakar, je ne sais pas. Vous êtes partout. Mais en tout cas, ici aux États-Unis, où moi je suis encore confiné, je travaille de chez moi, je pense que, vous savez, on travaille un peu comme des robots. Hein. Donc on se réveille le matin, on va travailler pendant 8 heures, on revient à la maison, on est cassé, on dort, on dit bonjour aux enfants, hein, madame, on va dormir, le lendemain, on reprend. Mais on travaille de la maison, donc on a eu le temps de connaître mieux encore nos enfants, mieux encore nos partenaires, nos femmes, nos maris, je ne sais pas. Et donc je pense que ça, c'est quand même un côté positif. Ça nous a donné le temps de nous asseoir et regarder et faire l'introspection aussi, même ceux-là qui sont seuls. Ça, si vous habitez seul, vous êtes seul, ça a donné le temps à ces personnes-là de faire une rétrospection de leur vie, de se regarder de eux-mêmes hein, et voir qu'est-ce qui marche dans leur vie, qu'est-ce qui ne marche pas. Ils ont eu ce temps-là de réfléchir à ça. Bon, il faut dire aussi hein, que à cause de cela aussi, il y a eu des divorces par-ci par-là, parce que les gens ont vu vraiment que, écoutez, nous ne sommes pas compatibles, et peut-être qu'on on doit divorcer ou qu'en sais-je. Mais le côté positif pour moi, je pense qu'on doit se rappeler que ça nous a vraiment donné le temps de faire une introspection, de se regarder soi-même et de connaître mieux d'autres personnes. Mais aussi, comme je le disais quand je parlais mais aussi l'amour, encore une fois, l'amour, parce que le monde est obligé. On a vu que le monde, c'est un village, au fait, parce que l'Amérique ne peut pas fonctionner si, au Mali, le coronavirus continue à massacrer les gens. Non. Donc, c'est quoi? Donc, on doit arrêter d'abord, et je pense même qu'il y a les Nations Unies qui appelaient les pays, les nations, et même, je pense, le pape Jean-Paul II, Jean-Paul II, le pape François, qui demandait aussi, donc il y a des religieux, des leaders qui demandaient au monde de cesser avec la guerre hein, ou les tensions pour essayer d'abord d'essayer de résoudre ce fléau, cette pandémie qui massacre le monde entier. Et donc les gens commençaient un peu à venir ensemble, se mettre sur une même table et essayer de résoudre ce problème. Parce que si on ne résout pas ce problème dans un autre pays, ce problème pourra encore revenir chez nous ou aller ailleurs. Et donc nous sommes obligés, encore une fois, de se regarder droit dans les yeux, malgré nos différences,
résoudre ce problème. Donc je pense qu'il y a quelques côtés positifs. Cela aussi a aussi montré que nous pouvons travailler de nos maisons. Encore une fois, je parlais de la technologie. Ça montre encore que la technologie nous aide. Aujourd'hui, vous remarquez, oh, wow, on peut donc travailler de la maison. Et donc, plusieurs compagnies dans le monde ont fermé parce qu'ils ont vu, mais attends, nous sommes encore productifs, plus productifs en travaillant de nos maisons. Donc, je pense qu'il y a quand même des côtés positifs. Bon, malgré qu'on sait tous qu'il y a eu plus de côtés négatifs aussi, la mort, les gens qui nous ont quittés. Mais il faut toujours regarder de deux côtés. Ouais. Un aspect positif en 2020, évidemment, il est difficile à en trouver. Maintenant, je crois que le confinement a éveillé des vocations chez certaines personnes qui se sont rendues compte que leur boulot ne leur convenait plus du tout et qui ont décidé donc de se reconvertir dans de nouveaux territoires professionnels, personnels, artistiques, humains. Que certains ont profité du confinement pour retrouver des liens avec leur famille, avec leur nature. Moi, j'ai vécu le confinement à Paris, entre quatre murs, mais on va dire que moi, ça m'a permis sans doute de terminer mon dernier livre, dans des circonstances à peu près correctes. Mais je crois que voilà, c'est peut-être ça ce qu'il faut retenir de positif de ces confinements en 2020. Sophie Rosemont, cette année 2020 va rester dans les annales, est une année extraordinaire, je ne veux pas dire terrible, j'évite ce mot, une année extraordinaire. Sophie, vous êtes une observatrice justement des événements du monde, ceux passés, ceux dans lesquels nous allons, et vous faites même des projections. Alors selon vous, en dehors de cette pandémie, quels seront les événements qui auront retenu votre attention en 2020 ? Les événements marquants pour moi en 2020, outre la pandémie, ce sont le meurtre de George Floyd et l'avènement, si on peut dire, du mouvement Black Lives Matter, au-delà des frontières américaines. Il y a eu aussi d'autres décès qui m'ont affectée, comme celui de Gisèle Halimi, ou dans un autre registre assez important pour la politique française et même internationale, celui de Valéry Giscard d'Estaing. Donc finalement, ce qui a marqué cette année 2020, c'est des décès de personnalités connues ou pas, mais dans des circonstances toujours très particulières. Plus la crise sanitaire dure dans le temps, plus les conséquences économiques se font ressentir. Alors Christophe Dansette, vous nous avez rejoint. Bonjour Arnaud, très heureux d'être avec vous à distance, par visio, comme malheureusement on commence à avoir l'habitude de le faire tous les jours. Mais c'est vrai que là, pour le coup, la distance, elle est réelle entre nous, la distance physique, et que ces applications elles permettent d'être un tout petit peu plus proches. Merci d'être avec nous. Dites-nous, existe-t-il des leviers sur lesquels certains États pourraient s'appuyer pour amoindrir le choc si tant est qu'il puisse l'être, et quels seraient ces États qui auraient cette capacité justement d'appuyer sur des leviers pour amoindrir le choc? Sortir la tête de l'eau, on en a tous envie. Mais la seule manière de réellement pouvoir sortir la tête de l'eau, ça va être maintenant d'accélérer le processus de vaccination, ce qui va supposer, dans un premier temps, de soutenir la logistique autour de la production des vaccins. Ça me semble extrêmement important, comme il est aussi important, très important même, que personne ne soit oublié, et en particulier pas les pays africains. Les Européens, vous savez, avaient notamment fait de grandes promesses en affirmant vouloir soutenir COVAX, cette initiative qui doit permettre d'approvisionner les pays les plus pauvres. Or, on voit aujourd'hui que l'Europe a déjà du mal à s'approvisionner elle-même. Donc tout cela devra changer, et je dirais même que ça urge, que c'est urgent. Et puis, il y a le problème de la dette, celle des pays riches, on le sait, elle s'accroît avec tous les plans d'aide aux entreprises, l'économie en général, les plans de relance également. Mais celle des pays pauvres, eh bien, elle n'est tout simplement plus soutenable. Emmanuel Macron, le président français, avait dit lors de sa première intervention devant les Français à la télévision, dans sa première intervention liée au Covid-19, il avait plaidé pour une annulation de la dette des pays africains. Alors, il faut tout de même se rendre compte, la dette des pays d'Afrique subsaharienne, elle dépassait 60% du PIB avant même la crise du Covid-19. Ça, c'était une moyenne. Ça signifiait qu'une grande partie des revenus de ces États étaient tout simplement consacrés d'abord au remboursement de leurs dettes. Et ce, au lieu d'investir dans des infrastructures, dans des routes, dans les nouvelles technologies. Donc, ça n'est plus soutenable. Depuis
il y a eu un certain nombre d'initiatives, d'avancées au niveau des pays du G20, plusieurs moratoires, disons des moratoires qui ont été renouvelés, mais ce n'est pas encore suffisant, certes, mais notons tout de même, pour être optimiste, que la pandémie a permis de prendre conscience de ce problème et il faut espérer que les pays africains pourront en profiter. Et puis, la pandémie, elle engendre une accélération de la transformation du monde. On le note tous les jours, hein, même dans notre façon de travailler, que ce soit en économie, au niveau de la nécessité de développer des économies plus vertes, la prise de conscience avec des plans de relance qui favorisent la décarbonation de nos économies, que ce soit aussi au niveau de nos méthodes de travail, le télétravail, la numérisation, tout cela, ça change et puis ce sont des révolutions que l'Afrique peut saisir en vol et elle peut donc facilement rattraper le retard qu'elle avait peut-être un petit peu pris. Et je sais que vous-même, vous aimez, je le disais tout à l'heure, aimez donner des informations positives. Alors parfois, on a envie de rêver. En tout cas, il y a des possibilités, il y a des opportunités qu'il faut saisir. Mais l'urgence là maintenant, c'est vraiment que ce virus arrête de nous pourrir la vie et que ce virus arrête de pourrir les économies du monde entier, de l'Afrique et de l'Europe aussi. La zone de libre-échange économique africaine a bel et bien commencé en ce début d'année et lorsque la ZLECAf est évoquée par les médias internationaux, il était là souvent question des embûches qu'elle rencontrerait. Mais je nous propose, Christophe, si vous le voulez bien, de voir le verre à moitié plein. Alors, quels seraient donc, selon le spécialiste économique que vous êtes, les avantages de cette nouvelle zone de libre-échange économique malgré le contexte sanitaire sans précédent que vit le continent ? Ah oui, des avantages, Arnaud, je pense qu'il y en aura à terme beaucoup, mais peut-être pas tout de suite. Ça me semble assez évident parce qu'il faut, à mon avis, voir cette date du 1er janvier, cette date d'entrée en vigueur officielle de la ZLEC, cette zone de libre-échange continentale africaine comme une date symbolique. Ça y est, c'est parti, mais en réalité, je dirais que c'est plutôt un point de départ. Tout reste à faire. D'abord, tous les pays n'ont pas encore ratifié le texte, il faut le rappeler, ils sont seulement 34 à l'avoir fait. C'est déjà bien, mais 20 vont encore devoir approuver ce texte. Et puis, il va falloir maintenant passer au concret et notamment à la négociation sur la suppression des droits de douane. L'objectif, c'est de supprimer 90% de ces droits de douane à l'échelle du continent africain, à part l'Érythrée, qui est le seul pays qui ne participe pas. Ça, c'est tout de même un exploit. Un seul qui ne participe pas, 54 qui participent ou qui devraient participer à terme. Et puis, vous parlez des avantages. Eh bien, ils devraient être, je le disais, extrêmement nombreux. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, les échanges interafricains ne représentent que 16% de l'ensemble des échanges à l'échelle du continent. Donc on a les économies de la plupart des pays d'Afrique qui aujourd'hui commercent davantage vers l'extérieur du continent, qui se tournent davantage vers l'extérieur du continent. Et ça, c'est extrêmement dommage quand on sait qu'en Europe, ici, 60% des échanges inter-européens sont tournés vers l'Union européenne et on sait à quel point, je suis bien placé ici pour le savoir, à quel point ça a eu des avantages, beaucoup même. Donc on voit tout le potentiel d'ici en Europe que ça peut représenter à l'échelle du continent africain d'avoir un modèle un petit peu similaire. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, ça va prendre du temps, 5, 10, voire peut-être 15 ans, plus peut-être encore. Je suis bien placé encore une fois pour le dire, parce qu'ici en Europe, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça a pris plusieurs dizaines d'années. On a commencé très petit, peut-être que vous le savez, à l'échelle de l'Union européenne, uniquement avec quelques dossiers, le charbon, l'acier. Alors vous allez me dire que la pandémie, qu'est-ce que ça a changé, la pandémie de Covid-19 ? Alors moi j'ai envie de vous dire, Arnaud, vous me dites souvent que vous avez envie d'être positif, optimiste sur votre émission. Moi j'ai envie d'être optimiste et je dirais que cette pandémie, malgré tous les problèmes qu'elle pose, que ce soit au niveau sanitaire, mais aussi au niveau commercial, au niveau économique, avec ce commerce qui est ralenti entre les pays, elle a peut-être tout de même montré une chose, elle a prouvé au continent africain, aux dirigeants africains, à quel point une meilleure intégration était absolument nécessaire. Alors peut-être que les pays africains devront saisir cette chance pour essayer d'accélérer cette intégration et donc d'aller
en dessous de mes prévisions qui sont 10-15 ans avant d'avoir une réelle intégration. Il a beaucoup été question sur l'administration Trump de guerre économique, notamment avec la Chine et un tout petit peu avec l'Europe. Sera-t-il question de cette même guerre économique avec la nouvelle administration, selon vous, Christophe ? Alors je pense que l'élection de Joe Biden a soulagé une grande partie du monde. C'est vrai notamment ici en Europe où la plupart des États n'ont pas caché leur satisfaction de voir Joe Biden, le démocrate, prendre le pouvoir à la place de Donald Trump. C'est vrai ici en France, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai aussi je pense en Afrique dans certains États, peut-être un peu moins au Moyen-Orient. Et puis en Asie, je dirais que cette arrivée de Joe Biden a pu être espérée en Chine tant Donald Trump aura une politique agressive envers la Chine en termes de droits de douane utilisé comme un outil finalement de pression maximale. Sa technique de négociation aura vraiment été extrêmement rude. Mais désormais, l'administration Biden est en train de s'installer à la Maison-Blanche et moi je resterai quand même assez prudent sur la détente réelle de cette guerre commerciale à venir. La méthode, c'est vrai, elle va changer. Je ne vois pas Joe Biden écrire des tweets rageurs comme le faisait Donald Trump. Son ton sera forcément plus diplomatique comme vous le disiez. Mais est-ce que le résultat sera une réelle détente ? Est-ce que les droits de douane dont on vient de parler seront si rapidement supprimés ? Ça, je n'en suis pas si sûr. On va le voir ici en France, où le ministère des Affaires étrangères se bat maintenant depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, pour essayer de diminuer, d'empêcher la mise en place de ces droits de douane qui ont été mis en place en réalité déjà il y a quelques jours, juste avant le départ de Donald Trump, sur les alcools forts. Et puis, on le voit aussi en Asie, les premières déclarations des membres de l'administration Biden ne laissent pas réellement penser que la guerre commerciale touchera vraiment à sa fin. Par exemple, si on prend l'exemple du secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui vient de prendre son poste, eh bien, il a déjà été très clair. Washington continuera notamment à soutenir Taïwan, à soutenir Hong Kong, à s'opposer politiquement à la Chine sur leur politique des Ouïghours. Bref, il y a une certaine idée qui va perdurer dans cette nouvelle administration Biden que finalement Donald Trump n'avait pas si tort que ça d'être aussi dur, aussi radical avec la Chine. Donc, pour répondre assez rapidement à votre question, je dirais une détente sur le ton, sur la méthode peut-être. Ce sera plus diplomatique, mais sur le fond, les États-Unis continueront à défendre d'abord les entreprises américaines, d'abord les États-Unis, et donc il y a une certaine forme de guerre commerciale risque de perdurer encore. Nous resterons donc tout à fait attentifs. Ce n'est que le début de cette nouvelle ère avec l'administration Biden-Harris. Alors, de manière tout à fait subjective, quelles seront, à votre avis, la solution ou les solutions, si tant est qu'il y en ait plusieurs, pour que notre monde soit un tant soit peu apaisé? Que faudrait-il? Moi, j'ai toujours pensé à une chose. J'ai été élevé par des parents, par une maman qui prêchait toujours l'amour. Et je pense que pour apaiser les choses, dans ce monde où nous vivons aujourd'hui, c'est l'amour, et l'amour du prochain. Et l'amour du prochain. Alors cet amour du prochain ne peut pas avoir lieu, ou ce sentiment ne peut pas exister si vous ne vous aimez pas vous-même d'abord. Okay? Et ça doit commencer chez vous. Vous devez vous aimer, vous devez vous apprécier, vous devez vous aimer vous avant d'aimer l'autre. Et si vous ne vous aimez pas vous-même, c'est difficile que vous puissiez aimer l'autre. C'est ça le problème. C'est dans ce monde-là, c'est un peu philosophique, je pense. Et des fois, je pense qu'on ne comprend pas très bien. Et donc, moi, je crois que pour apaiser les choses aujourd'hui dans ce monde, on doit s'aimer et puis aimer l'autre. Et parce qu'en s'aimant et en aimant l'autre, on trouve des solutions à plusieurs problèmes, et pas seul, ensemble. Et je pense que là, on pourra trouver des solutions, encore une fois, aux problèmes, et résoudre les problèmes, les conflits qu'il y a par-ci par-là dans le monde, en Afrique, en Asie, ici aux États-Unis, vous voyez, des camps qui sont divisés.
s'il y a l'amour de vous-même et l'amour de l'autre, vous pouvez vous asseoir, vous mettre sur une même table et discuter et parler. Franchement, mais alors en étant franc. Mais s'il n'y a pas tout ça, je pense qu'on va continuer à... Heureusement qu'il y a certaines personnes dans ce monde qui sont en train de faire la différence et de prêcher par les gestes ou les actes, des exemples. Et je pense que c'est une très bonne chose. Mais je pense que c'est une très très bonne question, Arnaud. Très très bonne question, philosophique. Je pense que pour que le monde soit plus apaisé, il faut que l'on apprenne l'empathie, qu'on apprenne à recréer des liens, qu'on apprenne à découvrir la culture ensemble, la culture de nos ancêtres, la culture de nos enfants, la culture du présent, qu'on tende la main les uns vers les autres et surtout qu'on les écoute, qu'on écoute les témoignages. Et peut-être aussi qu'on se replonge dans l'histoire du passé. Pour moi, c'est la clé de tout. L'histoire du passé peut expliquer le présent et anticiper les failles de l'avenir. Donc, moi, a priori, à mon humble avis, c'est ça que je pourrais préconiser pour que le monde aille un petit peu mieux. Il nous faut donc apprendre l'empathie, selon vous, Sophie, et anticiper les failles de l'avenir. C'est un conseil sage. Alors, merci à Christophe Dansette, chroniqueur économique de France 24, Roger Monteau de la VOA Voice of America à Washington, D.C., et à vous, Sophie Rosemont. Vous êtes de plus en plus une habituée d'Impact Info et nous vous en sommes vraiment, vraiment reconnaissants. Vous êtes chef de rubrique culture, vous collaborez notamment avec Les Rock, avec Jack Glamour, l'officiel, Vanity Fair ou encore Rolling Stones et Afrique Magazine, comme je le disais en début d'émission. Merci pour ce beau paysage qui nous dévoilait la mer de Deauville derrière vous et merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci à l'équipe Robert Guamniza et Dani Moutembe pour la déco, les lumières. L'équipe technique de Weya Media a été dirigée aujourd'hui par Abraham Rguamieto. Merci à toutes et à tous. Seul ensemble, on l'est encore pour quelques temps. Alors faites bien attention à vous et portez-vous bien. Au revoir.